Un jour, un pote m'a demandé si je me sentais homme ou femme. Et tout comme lui, je n'avais pas de réponse. Je ne me suis jamais posé de questions sur mon genre, ce qui fait qu'il m'est très compliqué de comprendre les gens touchés par la dysphorie de genre. Mais ce n'est pas parce que moi je ne comprends pas que ça n'existe pas. Tout comme pour ma sexualité, il n'est pas évident que je sois hétérosexuel. Encore une fois, aucune remise en cause ne m'est venue. Ce sont des sujets compliqués car seules une minorité comprennent ce que c'est d'être différent et d'avoir un mal-être soit dû à la société ou dû à un trouble. Une autre fois, une personne m'a dit que pour elle, la dysphorie de genre ne devrait pas être classée comme une pathologie, alors que j'avais l'a priori que c'était une pathologie. Alors j'ai réfléchi à cette question. Est-ce que la dysphorie de genre peut être classée comme une maladie, un trouble ou que sais-je? J'aimerais dans cette vidéo vous faire réfléchir sur ce qu'est une pathologie. Avant de vous parler de ce sujet, il faut savoir que je suis bien loin d'être expert de ce sujet. Ainsi, il est possible que je fasse des erreurs. Donc n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Qu'est-ce que la dysphorie de genre? La dysphorie de genre est une non-concordance marquée entre l'expérience de genre vécu et le genre assigné, habituellement à la naissance ou sexe biologique. Le sexe assigné à la naissance, qui peut être appelé sexe biologique, renvoie au corps. Il est généralement congruent à l'identité de genre de la personne, mais pour les personnes touchées par la dysphorie de genre, ce n'est pas le cas. Le genre est souvent vu comme binaire, mais selon les théoriciens, il sera plus approprié d'appréhender différemment le genre en le situant sur un continuum ou en le déclinant en plusieurs catégories. Dans cette vidéo, nous parlerons spécifiquement de la dysphorie de genre, mais il existe plein d'autres sujets liés au genre, tels que genre fluide, non-binaire, etc. Qu'est-ce qu'une pathologie? Il faut savoir que dans le passé, l'homosexualité était considérée comme une maladie, et ce jusqu'en 1989. Nous verrons par la suite pourquoi l'homosexualité n'est pas une pathologie. Il est difficile de définir ce qui est pathologique. Pour définir ce qui est pathologique, il faut d'abord savoir ce qui n'est pas pathologique. Il y a une dichotomie entre la normalité et le pathologique. La normalité peut être vue de plein de façons différentes. Celle qui peut sembler évidente est la normalité statistique. La normalité statistique se réfère alors à la moyenne. Pour les caractères quantifiables, ce qui est pathologique, c'est ce qui sort de la norme, c'est-à-dire de la moyenne. Par exemple, quelqu'un qui stresse beaucoup plus que la moyenne peut alors être vu comme ayant un stress pathologique. Mais cette façon de définir ce qui est pathologique ne semble pas coller pour les caractères qualitatifs. Pour vous, avoir des taches de rousseur, c'est pathologique? Non. Être gaucher, c'est pathologique? Non. Non, car cette normalité ne va pas dans les caractères qualitatifs, et même pour les caractères quantifiables, car une personne avec une moins bonne mémoire ou une mémoire supérieure à la moyenne ne sera pas vue comme ayant une pathologie. Donc ce n'est pas une bonne définition de ce qui est pathologique. Le problème, c'est de raisonner du point de vue de l'espèce, et non pas individuellement. Une autre façon de voir la normalité est la normalité fonctionnelle. C'est l'état qui est le plus approprié à l'individu en fonction de ses caractéristiques propres. On peut voir cet état normal comme le fonctionnement optimal pour la personne. Cette vision de la pathologie est aussi imparfaite, car qu'est-ce qu'un état optimal? Pour répondre à la question de base, nous allons alors utiliser le critère utilisé par les psychologues et psychiatres, c'est-à-dire les critères du DSM, et plus spécifiquement du DSM-5. Le DSM est le manuel de diagnostic des troubles mentaux. Il permet donc de diagnostiquer des pathologies à partir de différents critères, afin de savoir si oui ou non il y a une pathologie, et de savoir laquelle afin d'apporter l'aide dont la personne a besoin. Seul le psychiatre peut poser un diagnostic. Le critère qui permet de savoir si c'est une pathologie, c'est la conséquence de ces symptômes. Le symptôme peut se définir comme un phénomène, ou un caractère perceptible ou observable, lié à un état, une maladie, qu'il permet de déceler, dont il est le signe. Dans le DSM-5, c'est dit de la façon suivante. Les symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Pour ce qui est de la dysphorie de genre, elle est classée dans le DSM-5 comme un trouble mental qui décrit la détresse de la personne transgenre face à un sentiment d'inadéquation entre son sexe assigné et son identité de genre. Pour ce qui est d'être touché par la dysphorie de genre, le problème est le fait d'être dans un corps qui n'est pas du genre dont la personne se définit, ce qui entraîne une souffrance. C'est cette souffrance qui fait de la dysphorie de genre une maladie. Pour l'homosexualité, c'est différent, car il n'y a pas de mal-être du fait d'être homosexuel, mais dû à la société qui les discrimine. C'est aussi le cas pour les transgenres, mais le premier mal est dû à la dysphorie de genre. C'est pour ça qu'il faut permettre aux gens touchés par la dysphorie de genre de changer de sexe, car cela pourra leur permettre de leur enlever leur mal-être, et donc de ne plus être atteints de ce trouble. Le fait de considérer la dysphorie de genre comme une pathologie légitime le remboursement du changement de sexe. Donc, une personne qui change de sexe pour avoir un sexe qui correspond à son genre n'est plus atteinte d'un trouble. Mais quelles sont alors les possibilités pour réduire cette détresse? Pour cette partie, je vais citer un article que vous retrouvez dans la description. On apprend que pour les enfants qui ne se conforment pas aux normes sexo-spécifiques, le rejet de la famille et de la société ainsi que les tentatives visant à modifier leur identité sexuelle ou leur expression de genre sont préjudiciables. Donc n'essayez pas de changer l'expression de genre de la personne parce que ce n'est pas la solution adaptée.
Donc fuck les thérapies de conversion. Une des solutions sont les modèles de traitement d'affirmation de genre, qui visent à déstigmatiser la variance de genre, aider les enfants à accroître leur résilience et à devenir à l'aise avec eux-mêmes et avec leur genre préféré, et aider les parents à soutenir leurs enfants. La famille a un rôle important à ne pas oublier. Des études récentes montrent que le soutien familial et l'acceptation du jeune transgenre par sa famille ont un effet positif important sur la santé mentale et l'estime de soi, et contribuent à la baisse considérable du taux de suicide. Une des autres solutions est le changement de sexe, par voie médicale. Cette solution est adaptée pour les personnes qui ont envie et besoin de changer de sexe. Cette décision se fait à partir d'un certain âge. Elle est donc seulement possible pour les jeunes plus âgés. Pour les personnes encore trop jeunes pour prendre cette décision, on peut alors leur proposer un changement sur le plan social, c'est-à-dire changer de tenue vestimentaire, de nom, de prénom. J'ai sûrement oublié de parler de certains sujets, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Lorsque l'on parle de l'homosexualité dans les mangas et les animes, on parle alors du genre yuri et yaoi. Le yuri est un genre de fiction qui est centré autour des relations intimes entre les filles. Je vous renvoie vers la vidéo d'Angry et Fou sur le sujet. De l'autre côté, nous avons le yaoi, qui se centre lui sur des relations sentimentales entre des hommes. Voir encore une autre vidéo d'Angry et Fou qui parle sur le sujet du yaoi. Ces deux genres ont beaucoup de codes propres à eux, et ils sont surtout vus sous l'angle du fantasme que peuvent susciter les relations homosexuelles. Ces genres ont tendance à oublier toutes les thématiques sociales qui tournent autour de l'homosexualité, car être homosexuel c'est souvent être discriminé pour sa sexualité. Pour ça que je vais aborder des mangas qui abordent la thématique LGBT de façon réaliste, et donc de ressentir ce qu'une personne homosexuelle ou transgenre peut ressentir, car les fictions sont un bon moyen pour apprendre des choses et ressentir des choses que l'on ne connaît pas forcément. Le manga qui m'a le plus éduqué sur ces sujets est Éclat d'âme, publié chez Akata en 4 tomes. C'est pour moi le meilleur manga pour se familiariser avec la thématique LGBT. Yuki Kamatani, auteur-autrice d'Éclat d'âme, fait partie de la communauté LGBT, car Yael est non-binaire, et dans ce manga, Yael dépeint le quotidien des personnes LGBT au Japon. Yael a écrit aussi Nos cœurs évanescents, Nabali et d'autres encore. Dans Éclat d'âme, nous suivons Tasuku, un jeune lycéen homosexuel. Le manga commence par la découverte par ses camarades de classe de son historique internet, et plus précisément du fait qu'il regarde du porno gay. Suite à la découverte de ses camarades de classe, il pense au suicide. Et alors même qu'il était prêt à sauter, il rencontra une personne étrange appelée l'hôte. Il fit alors la découverte d'un salon de discussion où se réunissent les membres d'une association composée de personnes LGBT. Ce salon sera alors un lieu lui permettant de mieux se comprendre et d'apprendre qu'il n'est pas tout seul dans cette situation. Il va apprendre à connaître chacun des personnages, et par le biais de son histoire, on apprend beaucoup de choses sur l'homosexualité, mais aussi sur l'identité de genre et la sexualité. Le regard de la société sur ces sujets y est aussi décrit de façon réaliste. Ce manga est très touchant car les émotions du protagoniste sont bien décrites. Merci d'ailleurs à Akata d'avoir édité ce manga, et en plus on a le droit à des super pages couleurs dans chaque tome, donc n'hésitez pas. Un autre manga qui aborde la question du genre est le nouveau manga de Shuzo Oshimi publié dans le Bessetsu Shonen Magazine. Il s'agit de Okairi Alice. Shuzo Oshimi est un mangaka qui écrit et dessine des mangas sur le thème de l'adolescence. Chacun de ses mangas traite l'adolescence d'une façon différente. Il est connu pour les fleurs du mal, dans l'intimité de Marie, Happiness et le lien du sang. Voici le synopsis. Yohei est un garçon ordinaire qui ne se démarque en rien. Il est malgré tout amoureux de la jolie Yui, une fille de sa classe. Son meilleur ami de son côté est un garçon sans tabou, du nom de Kei. Alors que la confiance règne entre les deux amis, Yohei va se sentir trahi après avoir surpris Kei embrasser Yui. Avant même d'avoir pu régler leur compte, Kei va quitter leur école à cause d'une mutation de son père. Des années plus tard, Yohei et Yui sont au lycée, dans la même classe. C'est alors que Yohei rencontre une fille, elle aussi dans sa classe, qui veut lui poser des questions indiscrètes. Cette jeune fille s'avère être Kei qui, aujourd'hui, s'identifie en tant que fille et décide de pleinement assumer son identité dans son lycée. Le tome 1 vient tout juste de sortir au Japon, donc on n'est pas prêt de l'avoir en France avant un moment. Maintenant je vais parler de Blue Flag. Blue Flag est un manga de Kaito, publié en 8 tomes chez Kurokawa. Dans ce manga nous suivons Taichi, un lycéen dans la norme qui n'excelle dans aucune matière et qui n'est pas sportif. Il se retrouve dans la classe de son ami d'enfance, Thomas, qui est l'opposé de lui. Grand, sportif, populaire et qui se débrouille bien en cours. Une fille de sa classe très timide nommée Futaba demande de l'aide à Taichi pour se rapprocher de Thomas. Taichi accepte alors de l'aider. Voici en gros l'histoire, une histoire qui semble assez banale mais qui dégage une atmosphère propre à l'auteur et qui fait ressentir tout un tas d'émotions. A première vue on ne voit pas le lien avec le sujet de la vidéo. Mais dans les personnages nous avons deux homosexuels. Je ne peux pas en dire plus pour ne pas vous spoiler. Le manga aborde d'autres sujets comme par exemple l'amitié entre hommes et femmes, et tout un tas d'autres que je vous laisse découvrir en lisant le manga. Si vous n'accrochez pas au premier tome, forcez-vous à lire la suite car vous ne serez pas déçus. Le manga augmente en intensité au fur et à mesure. C'est un manga très touchant qui joue avec les émotions du lecteur, donc vraiment, allez le lire. Et pour finir, on va parler d'un anime. Il s'agit de Oshai no Sora. C'est un slice of life et un anime de sport où l'on suit l'équipe de softball masculine. Le protagoniste vient de changer d'école et elle se retrouve à rejoindre l'équipe de softball afin de leur permettre
de gagner des matchs pour que le club ne ferme pas. On suit cette bande avec tous leurs problèmes d'adolescents. L'épisode 8 est celui qui nous intéressait car c'est dans cet épisode que le manager du club va parler de son identité de genre et des difficultés qu'il rencontre pour se définir. On apprend les questions qu'il se pose et son ressenti qui est flou, car il est perdu. Le protagoniste lui parle avec bienveillance, ce qui est assez rare dans les animes. Je vous conseille de regarder cet anime en plus de thématiques qu'il aborde, car les épisodes sont sympas à suivre, les OST sont très sympathiques, et l'opening est juste incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des informations complémentaires à dire, et vous pouvez les mettre dans les commentaires, je le lirai bien sûr. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.